L'immense salle de réunion de la station Nexus se tut lorsque l'ambassadeur William Harris se leva de son siège. Les extraterrestres à la peau bleue et les grands êtres insectoïdes cessèrent leurs murmures. Même les créatures gazeuses flottant dans un coin cessèrent de changer de couleur. Quelque chose dans le visage des humains les incita tous à prêter attention. Harris était fatigué. Pendant 5 ans, il était assis à cette table. Fatigué. Pendant 5 ans, il était assis à cette table. Pendant 5 ans, il avait écouté les 7 races extraterrestres du Conseil galactique le mépriser, lui et les autres humains. Aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. « J'en ai assez entendu », dit Harris d'une voix calme. Ses cheveux gris et son visage ridé trahissaient ses 58 ans. Il avait passé 20 de ces années à tenter de faire accepter les humains comme égaux dans la galaxie. La Terre et toutes les colonies humaines se retirent officiellement de ces négociations. Le président du Conseil, Zerkath, un grand être aux écailles violettes et à 4 bras, émit un son qui ressemblait à un rire. « Ambassadeur Harris, veuillez vous asseoir. Nous sommes tous parfois frustrés. » Harris ne s'assit pas. Au lieu de cela, il prit la tablette de données que Zerkath avait négligemment laissée ouverte sur la table. L'écran affichait des plans secrets pour prendre le contrôle de 3 colonies minières humaines. Le document portait le sceau officiel du Conseil. Cela ne me semble pas être de la frustration, président Zerkath. On dirait plutôt que vous projetez de voler nos mondes en prétendant être nos amis. Les 6 autres membres du Conseil regardèrent le porte-parole avec surprise et colère. Le document n'était pas censé être vu par les humains. Les écailles de Zerkath prirent une teinte violet foncé, signe de gêne chez son espèce. « Ce n'est qu'un exercice de planification », dit Zerkath rapidement. « Nous envisageons de nombreux futurs possibles. » Susan Miller, la 2e ambassadrice humaine, se leva à côté d'Harris. Son jeune visage exprimait la colère, mais sa voix restait professionnelle. « Y compris des futurs où vous rompriez nos traités et prendriez nos planètes, après que nous ayons aidé à défendre vos routes commerciales contre les pillards de Promaxion l'année dernière. Professionnels, y compris des futurs où vous rompez nos traités et prenez nos planètes, après que nous ayons aidé à défendre vos routes commerciales contre les pillards prométhéens l'année dernière. » L'imposante extraterrestre grise nommée Quolera agita l'une de ses 6 tentacules d'un air dédaigneux. « Vos vaisseaux n'ont guère été utiles dans ce conflit. Sans nos conseils, votre espèce serait toujours coincée sur votre unique planète. » Harris poussa la tablette de données sur la table. « Nous avons été patients. Nous avons été respectueux. » Depuis 20 ans, l'humanité réclame une égalité de sièges au Conseil. Depuis 20 ans, vous trouvez des raisons de tergiverser. Il regarda chaque représentant extraterrestre un par un. L'humanité n'attendra plus votre approbation. Avec effet immédiat, la Terre se retire de tous les accords avec le Conseil galactique. Un grand bruit s'éleva dans la salle. Certains membres du Conseil lancèrent des questions. D'autres exigèrent que les humains ne puissent légalement se retirer. Les êtres gazeux flottants devinrent rouges vifs d'inquiétude. Harris leva la main et les 5 autres représentants humains se levèrent. Ils commencèrent à ranger leur matériel calmement, comme s'ils avaient déjà répété ce moment. « Vous avez besoin de nous », dit le représentant insecte de la Fédération arthurienne. Sa voix résonna dans son traducteur. « Vos colonies dépendent de notre protection. » Atai. La galaxie est dangereuse pour une jeune espèce comme la vôtre. L'ambassadeur Harris sourit légèrement. Nous avons beaucoup appris de notre passage au Conseil, peut-être plus que vous ne l'imaginez. Susan Miller tendit un petit appareil à Harris. Il appuya dessus et soudain, tous les écrans de la pièce s'éteignirent. Lorsqu'ils se rallumèrent quelques secondes plus tard, toutes les données concernant la Terre et les territoires humains avaient été effacées des bases de données du Conseil. « Nous protégerons ce qui nous appartient », a déclaré Harris. Si le Conseil souhaite établir de nouvelles relations avec l'humanité à l'avenir, sur un pied d'égalité,
vous pouvez nous contacter. En attendant, toutes les voies diplomatiques sont fermées. Ah, Itiki. La délégation humaine est sortie de la salle en parfait ordre. Lorsque les portes se sont refermées derrière eux, les membres du conseil se sont regardés, perplexes. Certains semblaient inquiets, mais la plupart étaient simplement agacés. Ils reviendront quand ils comprendront à quel point c'est absurde, dit Kulera avec assurance. Seul Trell, le plus jeune membre du conseil, semblait véritablement inquiet. « Je n'en suis pas si sûr, dit-il doucement. Je pense que nous avons commis une terrible erreur. » À l'extérieur de la salle du conseil, l'ambassadeur Harris prit une profonde inspiration. Après 20 ans de faux sourires et de paroles prudentes, il était bon de dire enfin la vérité. « Envoie un signal à la Terre, dit-il à Susan. L'heure du plan Oméga est arrivée. » La salle de réunion souterraine de Genève était bondée des personnalités les plus influentes de la Terre. Des chefs militaires côtoyaient des scientifiques et des chefs d'entreprise. Tout le monde était silencieux, attendant des nouvelles. L'amiral Diane Powell se tenait au premier rang. Son uniforme était impeccable, tout comme ses courts cheveux gris. Sur le grand écran derrière elle, un compte à rebours indiquait qu'il ne restait que 3 minutes. L'ambassadeur Harris et la délégation venaient de quitter la station Nexus, annonça-t-elle. Le plan Oméga est désormais actif. La salle s'emplit de murmures. Certains semblaient inquiets, d'autres excités. L'humanité s'était préparée à ce jour depuis 10 ans, mais maintenant qu'il était arrivé, même les plus courageux ressentaient de l'anxiété. La porte s'ouvrit et le docteur Alan Murphy se précipita à l'intérieur. Il était le scientifique en chef du programme technologique secret de la Terre. Sa blouse blanche était tachée de café et ses cheveux bruns en bataille trahissaient son manque de sommeil. « Désolé pour le retard », dit-il en s'asseyant à côté du général Frank Rodriguez. « Nous venons de terminer les derniers tests sur les générateurs de boucliers. » Le général hocha la tête. C'était un homme imposant aux yeux sombres qui ne laissait rien passer. Avait-il fonctionné? Le docteur Murphy sourit. Mieux que nous l'espérions. Les nouveaux boucliers peuvent arrêter toutes les armes que le Conseil nous a montrées jusqu'à présent. Le chronomètre atteignit 0 et une nouvelle image apparut. C'était l'ambassadeur Harris, à bord de son vaisseau, en route vers la Terre. Le Conseil a réagi exactement comme prévu, déclara Harris à l'Assemblée. Ils pensent que nous reviendrons en rampant d'ici quelques semaines. L'amiral Powell s'avança. Nous poursuivrons alors comme prévu. Tous les vaisseaux entameront l'opération départ silencieux. Autour de la Terre, dans des bases secrètes et des usines cachées, les choses commencèrent à s'accélérer. Les vaisseaux construits en secret étaient désormais chargés de fournitures. Les scientifiques emballaient du matériel spécial. Les bases militaires sur Mars et Europe activaient des systèmes de défense cachés aux observateurs du Conseil depuis des années. Dans son laboratoire en Arizona, le docteur Lisa Bennett a observé son équipe installer de nouveaux moteurs sur des navires de transport. Ces moteurs étaient basés sur des conceptions du Conseil, mais avec des améliorations humaines qui les rendaient 30% plus rapides et beaucoup plus difficiles à suivre. 24 heures suffiront-elles pour terminer tous les navires? Demanda son assistante. Le docteur Bennett acquiesça. Il le faut. Le Conseil remarquera que quelque chose ne va pas dans environ 36 heures, lorsque nos vaisseaux de ravitaillement habituels ne se présenteront pas. En orbite terrestre, le capitaine Peter Allen reçut de nouveaux ordres sur son vaisseau de patrouille, le Guardian. Il les lut 2 fois pour s'assurer de bien comprendre. « Cap sur la colonie minière d'Epsilon », dit-il à son équipage. « Nous devons arriver sur place, avant que le Conseil ne réalise ce qui se passe. » Son adjointe, l'officier Jane Butler, semblait inquiète. « La colonie Epsilon. Elle est hors de notre zone de patrouille habituelle. »« Plus maintenant, » dit le capitaine Allen. « Notre tâche vient de s'accroître. Nous devons placer toutes les colonies humaines sous notre protection maintenant que le Conseil ne nous aide plus. » À New York, les Nations Unies ont tenu une réunion d'urgence.
Le secrétaire général a expliqué aux dirigeants mondiaux ce qui se passait. Pendant trop longtemps, le Conseil galactique nous a traités comme des enfants, a-t-il déclaré. Ils ont pris nos ressources, utilisé notre population comme main-d'œuvre bon marché et nous ont donné peu en retour. Aujourd'hui, nous reprenons notre indépendance. Certains dirigeants semblaient effrayés. Et s'ils nous attaquaient ? Demanda l'un d'eux. Le général Rodriguez se leva. Nous préparons nos défenses depuis des années. Le Conseil ignore de quoi nous sommes capables, car nous ne lui avons jamais montré notre véritable force. Dans les stations spatiales et les colonies du système solaire, les humains reçoivent de nouvelles instructions. Les vaisseaux changent de cap. Des armes secrètes sont activées. Des messages se propagent de la Terre jusqu'aux implantations humaines les plus lointaines. Tenez-vous prêts. Protégez ce qui nous appartient. L'aide arrive. De retour à Genève, l'amiral Powell examina la carte stellaire indiquant tous les territoires humains. La première phase est en cours, dit-elle à son équipe. Il nous reste 6 mois avant que le Conseil ne réalise ce qu'il a perdu. Le docteur Murphy leva les yeux de son ordinateur. Et les livraisons d'éléments 935 ? Le Conseil en dépend. L'amiral Powell avait l'air sérieux. C'est bien là le problème, docteur. Parfois, on n'apprécie que ce qu'on n'a plus. Sur Nexus Prime, la salle du Grand Conseil semblait encore plus grande que d'habitude. 5 des 7 membres du Conseil étaient assis à leurs sièges les plus élevés. 2 sièges restèrent vides en attendant l'arrivée des autres. « C'est une perte de temps », dit Kulera, ses tentacules gris s'agitant avec irritation. « Les humains reviendront bien assez tôt. Pourquoi convoquer une réunion d'urgence ?» Trell, le plus jeune membre du Conseil, semblait inquiet. Sa peau bleue était pâle aujourd'hui. Cela fait 2 semaines. Pas un seul vaisseau humain n'a été aperçu à aucun comptoir commercial, ni à aucune porte de saut de l'espace du Conseil. Les grandes portes s'ouvrirent et Zerkat entra avec Mokhtar de la ruche Vexari. Ils prirent place à la table. « Commençons, » dit Zerkat. Ses écailles violettes miroitaient sous les lumières vives. Les humains se sont complètement retirés de l'espace du Conseil. Tous les canaux de communication sont fermés. Mokhtar fit claquer ses mandibules, signe d'agacement chez son espèce d'insecte. Ils se comportent comme des enfants. Nous devrions leur donner une leçon. « Que proposez-vous » demanda Trell. « Nous envoyons des vaisseaux de guerre sur Terre. Dans quel but ? Ils n'ont enfreint aucune loi. » « Ils ont des contrats miniers à honorer, » dit Kulera. « Mon peuple a besoin des métaux de sa ceinture d'astéroïdes. » Zirkat leva 2 de ses mains pour réclamer le silence. « Je propose de geler tous les avoirs humains dans les banques du Conseil. Nous restreindrons également leur accès aux portes de saut. Lorsqu'ils ne pourront plus commercer ni voyager, ils comprendront vite leur erreur. » Le vote fut rapide. 6 membres du Conseil acceptèrent immédiatement. Seul Trell hésita avant de voter. « C'est décidé, » annonça Zerkat. « Les humains apprendront qu'ils ne peuvent survivre sans la protection et les conseils du Conseil. » À travers la galaxie, sur des milliers de mondes, la nouvelle de l'existence des humains se répandit rapidement. Certains trouvèrent amusant qu'une espèce aussi jeune défie le Conseil. D'autres s'en fichaient complètement. Les humains n'avaient aucune importance dans la politique galactique. Dans un petit bar de Nexus Prime, un écran d'information diffusait des images d'humains qui sont en train de plier bagages dans leur ambassade. « Bon débarras » dit un marchand viridien à son compagnon de beuverie. « Ces humains n'ont jamais respecté nos coutumes. Ils posaient toujours des questions, voulaient toujours changer les choses. » Son partenaire, un marchand à 4 yeux et à la peau verte, acquiesça. Ils reviendront. Où pourraient-ils vendre leurs marchandises ? Qui d'autre les protégerait des pillards de Promaxion ? Au Conseil de commandement militaire, le général Dexval examina les derniers rapports. Le grand alien rouge avait combattu dans 3 guerres galactiques et respectait la force par-dessus tout. Les humains ont-ils déplacé leur flotte de défense ? Demanda-t-il à son assistant. Non, général. Leurs vaisseaux restent dans leur système solaire.
Mais ils sont devenus silencieux. Aucune communication, aucune réponse aux appels. Dexval émit un grondement dans sa poitrine. Continuez à les surveiller. Je ne fais pas confiance à ce retrait soudain. Au ministère de l'économie du Conseil, des rapports commencèrent à arriver concernant des problèmes mineurs. Les aliments de luxe provenant exclusivement de la Terre n'étaient plus disponibles sur les marchés. Certains projets de construction furent retardés, faute de métaux terrestres spéciaux. 3 sociétés de divertissement annulèrent leur spectacle suite au retour des cavaliers humains sur Terre. Le ministre Plex balaya ses inquiétudes d'un revers de main. Des ajustements temporaires, annonça-t-il à son équipe. De bons remplacements. 2 semaines devinrent 4, puis 6. Le Conseil s'attendait à recevoir des nouvelles de la Terre d'un jour à l'autre, les humains implorant de retourner sous sa protection. Mais aucun message ne parvint. Dans les appartements privés du Conseil, Zerkat rencontra les autres dirigeants. « Peut-être devrions-nous envoyer un émissaire sur Terre », suggéra Trell, pour ouvrir le dialogue. Kulera rit, un rire bouillonnant résonna dans la pièce. Et paraître faible. Jamais. Ils nous contacteront en premier. Et s'ils ne le font pas, demanda Trell, ils subiront les conséquences de leur orgueil, dit Zirakat. Une espèce aussi jeune que l'humanité ne peut survivre longtemps dans cette galaxie sans notre aide. Ce n'est qu'une question de temps. Tandis qu'il parlait, un assistant subalterne entra dans la pièce et tendit un rapport à Mokhtar. L'alien, semblable à un insecte, le lut rapidement, ses yeux à facettes s'écarquillant. « Nous avons reçu des nouvelles de la frontière proche de l'espace humain, dit-il lentement. Les pillards Promaxion ont attaqué l'un de nos avant-postes miniers. La station a été détruite. Où étaient nos patrouilles? Demanda Zerkat. Mokhtar leva les yeux du rapport. Ce secteur était habituellement gardé par des vaisseaux humains. Les alarmes d'urgence tirèrent le général Dexval de son sommeil. Il se précipita au centre de commandement de la station de défense du Conseil. Le grand écran affichait une alerte rouge près de la frontière de ce qui était autrefois l'espace humain. « Au rapport », exigea-t-il. Son second, un Arcturien à la peau bleue nommé Vellner, semblait inquiet. 3 autres stations minières ont été attaquées par des pillards promaxiens, monsieur. Toutes dans le même secteur. Des pertes. 42 morts. 17 disparus. Tous les conteneurs de ressources volés. Dexval grogna, montrant ses dents acérées. Où sont nos vaisseaux de défense? Nous avons envoyé une flotte de riposte, mais ils sont arrivés trop tard. Encore une fois. Vellner afficha une carte sur l'écran principal. Les pillards frappent des cibles ici, ici et ici. Tous des endroits où des patrouilleurs humains protégeaient nos intérêts. Cela faisait 3 mois que les humains s'étaient retirés du Conseil. Au début, le Conseil pensait qu'il s'agissait d'un problème mineur qui se réglerait tout seul. Maintenant, il en doutait. « Envoyez un message à la Terre », ordonna Dexval. « Exigez qu'ils expliquent leur absence des patrouilles. » 1 heure plus tard, Vellner revint avec un message simple. L'écran n'affichait que du texte. Les canaux diplomatiques étaient fermés. La force de défense humaine ne fournit plus de services au Conseil galactique. Dans une autre partie de l'espace du Conseil, la chef de la guilde marchande Rivpau se tenait dans son entrepôt vide. Il y a 6 mois, ce bâtiment regorgeait de produits de luxe venus de la Terre. Grains de café, chocolat, vins spéciaux et objets artisanaux que les riches extraterrestres adorent acheter. Maintenant, les étagères étaient vides. « Mes clients sont en colère », dit-elle à son assistante. « Ils veulent leurs produits terriens. » Son assistante, un petit extraterrestre vert, vérifia son bloc de données. « Nous avons essayé de contacter les compagnies commerciales terriennes 10 fois. Elles ne répondent pas. » Rivapa s'approcha de la fenêtre et observa le port de commerce. De nombreux navires étaient à l'arrêt, leurs équipages désœuvrés. Avant le départ des humains, ce port était animé jour et nuit. « Il ne s'agit pas seulement d'articles de luxe, dit-elle doucement. Les ateliers de réparation sont au chômage.
les ingénieurs humains étant partis. Les salles de divertissement sont à moitié vides, car les musiciens humains sont partis. Sur Nexus Prime, la planète natale du Conseil, un groupe de chefs d'entreprise a exigé de voir le Conseil. Après 3 jours d'attente, ils ont finalement été autorisés à entrer dans la grande chambre. Les humains doivent être ramenés, a déclaré Kraltox, propriétaire de la plus grande entreprise de construction navale du Conseil. Ma production est réduite de 60% sans travailleurs humains. Mon équipe de recherche ne peut fonctionner sans scientifiques humains, a ajouté le Dr Mira, directeur de l'Institut de technologie avancée. Ils pensent différemment de toutes les espèces que nous connaissons. Ils trouvent des solutions que nous n'envisagerions jamais. Zirkaf écoutait avec une frustration croissante. Nous avons envoyé 6 messages diplomatiques à la Terre. Ils répondent toujours par le même message automatique. Les humains refusent de nous parler, alors propose-leur quelque chose, suggéra Kraltox. Ils veulent clairement de meilleures conditions. Les tentacules de Koularis s'agitèrent avec colère. Nous ne négocions pas avec ceux qui manquent de respect au Conseil. Les humains reviendront quand ils auront retenu la leçon. Tandis qu'ils discutaient, un jeune membre du personnel du Conseil entra et murmura quelque chose à Trell. Le visage bleu du jeune conseiller devint presque blanc. « Nous avons un nouveau problème », annonça Trell à la chambre. La cargaison d'éléments 935 des colonies minières humaines n'arrivait pas. Le silence retomba dans la salle. L'élément 935 était essentiel au moteur plus rapide que la lumière. Sans lui, impossible de construire de nouveaux vaisseaux et impossible de réparer les anciens. « De combien de réserves disposons-nous » demanda Zerkath. « Au rythme actuel d'utilisation, moins de 6 mois, dit Trell. Il nous faut trouver une nouvelle source. » Dans une salle sécurisée au cœur du siège du Conseil, les 7 membres se réunirent en privé. L'ambiance était tendue. « Nous avons peut-être sous-estimé les humains, » admit Mokhtar. « Ils ne reviennent pas comme prévu. Ils ne peuvent pas survivre seuls, » insista Kulera. « C'est impossible. » Trell consulta un bloc de données affichant des rapports provenant de tout l'espace du Conseil. Sauf votre respect, il semble que ce soit nous qui rencontrions des difficultés. Il est peut-être temps de considérer que nous avons plus besoin des humains qu'ils n'ont besoin de nous. Zirkat regarda par la fenêtre la ville scintillante en contrebas. Préparez un vaisseau diplomatique, dit-il finalement. Nous enverrons un émissaire sur Terre avec nos conditions. Conditions ? Demanda Mokhtar. Quelles conditions ? Tout ce qu'il faudra pour les ramener, dit Zerkath. Dans la limite du raisonnable. Bang ! Le vaisseau diplomatique du Conseil, Harmonie, approchait des confins du système solaire terrestre. Le capitaine Lux de la flotte arthurienne se tenait sur la passerelle, observant les étoiles. Sa mission était simple, convaincre les humains de retourner dans l'espace du Conseil. Nous recevons un message du commandement de la défense terrestre, annonça son officier de communication. Lancez, ordonna le capitaine Lux. Une femme apparut à l'écran. Elle portait un uniforme bleu foncé avec des étoiles sur les épaules. Vaisseau du Conseil. Ici l'amiral Diane Powell de la Force de défense terrienne. Présentez votre message. Le capitaine Lux s'inclina légèrement. Amiral, je vous apporte un message du Conseil galactique. Nous souhaitons rouvrir les négociations diplomatiques avec la Terre. Le visage de l'amiral Powell était impassible. Transmettez votre message. Nous l'examinerons. Je suis autorisé à parler directement à vos dirigeants, dit Lux. Mes ordres sont les suivants. Transmettez votre message, répéta Powell. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans l'espace terrestre. Toute tentative de franchissement de ce point sera considérée comme un acte hostile. L'écran s'éteignit. Le capitaine Lux regarda son équipage avec surprise. Ce ne fut pas l'accueil chaleureux auquel le Conseil s'attendait.
De retour sur Terre, l'amiral Powell était assis au centre de commandement avec l'ambassadeur Harris et l'équipe dirigeante humaine. Ils ont examiné ensemble le message du Conseil. Ils ont examiné ensemble le message du Conseil. Ils nous offrent tous les droits commerciaux, a déclaré Harris en lisant l'écran, et une réduction de 10% sur les paiements de tribut. Dr. Alan Murphy rit. Ça va nous impressionner après qu'ils aient prévu de s'emparer de nos colonies minières? Ils sont désespérés, dit le général Rodriguez. Regardez la dernière partie. Ils demandent expressément la reprise immédiate des livraisons d'éléments 935. Powell hocha la tête. Comme prévu. 6 mois sans nos livraisons d'éléments, et leur maintenance de flotte est en crise. Sur la planète natale du Conseil, le Dr. Suive présenta ses découvertes aux 7 membres. Ses tentacules remuaient nerveusement tandis qu'il parlait. Nous avons exploré 17 systèmes stellaires, dit-il. L'élément 935 n'existe qu'à 3 endroits hors de l'espace habité. Nous allons ensuite exploiter ces endroits, dit Kulera avec impatience. Le docteur Taxiev projeta des images sur le grand écran. Le premier emplacement se trouve dans les profondeurs sous-marines d'un monde à forte gravité. Le deuxième est proche du noyau d'une planète à peine stable. Le troisième se trouve dans un champ d'astéroïdes hautement radioactif. Zirkaf se pencha en avant. C'est bien ce que vous avez dit, docteur. Nous pouvons exploiter ces sites, mais le coût sera 5 fois plus élevé que d'en acheter à des humains. Et nous aurions besoin d'un équipement spécial conçu uniquement par les humains. Le silence se fit dans la salle du conseil. Trell prit enfin la parole. Nous avons donc besoin des humains, non seulement pour l'élément, mais aussi pour leur technologie et leur innovation. J'ai une autre découverte à vous annoncer, déclara le docteur Kosov. Notre équipe scientifique a découvert quelque chose d'étrange en étudiant d'anciennes cartes stellaires. Il montra une nouvelle image sur l'écran. C'était le système solaire terrestre, mais l'image était très ancienne. Cette carte provient de nos archives. Elle a plus de 10 000 ans, expliqua le docteur Exif. Elle représente la Terre, marquée d'un symbole particulier. Le texte ancien l'appelle la demeure des gardiens. Les yeux d'insectes de Mokhtar s'écarquillèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Nous poursuivons nos recherches, dit le docteur Exif. Mais il semble que les humains aient pu voyager dans l'espace bien avant l'évolution de notre espèce. Ils nous ont peut-être délibérément caché leur véritable histoire. Des voix choquées s'élevèrent dans la salle du conseil. En orbite terrestre, la station spatiale Freedom tournait lentement sur elle-même, sur fond de planète bleue. À bord, le capitaine Peter Allen a rencontré des officiers de toutes les colonies humaines. Le vaisseau diplomatique du Conseil attend toujours aux confins de notre système, a-t-il déclaré au groupe. Ils ont envoyé 3 autres messages demandant à parler à nos dirigeants. Quels sont nos ordres? Demanda Jane Butler, désormais promue capitaine de son propre vaisseau. L'ambassadeur Harris entra dans la pièce avec l'amiral Powell. Laissons-les patienter encore un peu, dit Harris avec un léger sourire. Qu'ils voient ce que ça fait d'être ignoré. Powell activa une grande carte du ciel au centre de la pièce. Elle montrait des vaisseaux humains dispersés dans l'espace bien au-delà du territoire du Conseil. Pendant qu'ils essayaient encore de nous contacter, nous avons établi 4 nouvelles colonies hors de portée de leurs capteurs, dit-elle, et nos scientifiques ont réalisé des avancées technologiques en matière de boucliers que le Conseil ne peut même pas imaginer. Harris regarda les officiers rassemblés. La question est maintenant, qu'attendons-nous du Conseil? Ils ont plus besoin de nous que nous d'eux. Un jeune officier leva la main. Monsieur, pourquoi ne pas les laisser derrière nous? On se débrouille très bien tout seul. Harris secoua la tête. Car l'isolement n'est pas notre but. Travailler ensemble est toujours mieux que travailler seul. Mais cette fois, nous serons partenaires, pas serviteurs. Sur son vaisseau, le capitaine Lux reçut de nouveaux ordres du Conseil. Il les lut avec surprise. Cap sur la Terre, dit-il à son équipage. Nous avons été autorisés à leur offrir une adhésion complète au Conseil. Immédiatement.
La nouvelle s'est rapidement répandue sur Terre et dans toutes les colonies humaines. Le Conseil galactique avait offert à l'humanité une adhésion complète. Après des décennies de traitements inférieurs, les humains ont soudainement été valorisés. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, dirigeants mondiaux et commandants militaires se sont réunis pour discuter de l'offre. L'amiral Powell se tenait au premier rang, le visage grave. « C'est un piège », a déclaré le général Rodriguez. « Ils veulent juste notre élément 935 et notre technologie. Une fois qu'ils auront ce qu'il leur faut, ils nous écarteront à nouveau. » L'ambassadeur Harris a secoué la tête. « Je ne pense pas. Je connais certains de ces membres du Conseil depuis 20 ans. Ils sont vraiment désespérés. » La présidente Laura Grant, une grande femme au regard calme, écouta tout le monde avant de prendre la parole. Que disent nos rapports de renseignement? Le docteur Lisa Bennett activa un écran montrant l'espace du Conseil. Leurs vaisseaux sont en panne sans élément 935. 3 de leurs colonies ont signalé des pénuries alimentaires, les navires de transport ne pouvant pas effectuer de livraison. Les pillards de Promaxion sont devenus plus audacieux, attaquant plus profondément en territoire du Conseil. « C'est le moment idéal pour négocier, » dit Harris avec un léger sourire. « Ou le moment idéal pour autre chose, » dit l'amiral Powell. Elle appuya sur un bouton sur la table. « Capitaine Greg Martinez, au rapport, s'il vous plaît. » Un nouveau visage apparut à l'écran. Le capitaine Martinez avait une cicatrice sur la joue et le regard fatigué. « Amiral, ma flotte est en position près de la planète natale du Conseil. Ils ignorent, hélas, notre présence. Notre nouvelle technologie furtive fonctionne parfaitement. » Le silence se fit dans la salle. Personne ne s'attendait à cela. « Vous avez positionné des vaisseaux de guerre près de Nexus Prime ?» demanda la présidente Grant, les yeux écarquillés. À l'insu du Conseil. L'amiral Powell hocha la tête. Tout comme ils ont positionné des vaisseaux près de la Terre à maintes reprises au fil des ans, la différence est qu'ils savent que nous les observons. Ils ignorent simplement à quelle distance nous sommes. Sur la planète d'origine du Conseil, une session d'urgence était en cours. Les 7 membres du Conseil étaient assis à leur table d'honneur, entourés de conseillers militaires et scientifiques. « Les humains n'ont pas répondu à notre offre d'adhésion complète, » dit Zirkat. Ses écailles violettes s'étaient ternies, témoignant de son stress. « Alors, nous devons montrer notre force, » dit Mokhtar, ses mandibules d'insectes claquant avec colère. « Nous enverrons la grande flotte sur Terre. Une démonstration de force leur rappellera qui gouverne cette galaxie. » Trell parut horrifié. « Suggérez-vous que nous les menacions de guerre? À propos de l'élément 935. »« Pas de guerre, » dit Couleret. « Juste un rappel. Le Conseil les protège depuis des décennies. Ils nous doivent quelque chose. » Malgré les objections de Trell, le vote fut adopté. Le Conseil enverrait 60 vaisseaux de guerre sur Terre, la plus grande flotte rassemblée depuis 50 ans. 3 jours plus tard, l'imposante flotte du Conseil émergea de l'hyperespace près de Neptune. Le commandant Vex, du vaisseau amiral Domination, observa la planète bleue visible au loin. « Envoyez le message à la Terre, » ordonna-t-il. « Informez-les que la flotte du Conseil est arrivée pour escorter leurs dirigeants jusqu'à Nexus Prime afin de mener des négociations dignes de ce nom. » Son officier de communication parut perplexe. « Monsieur, je détecte des données énergétiques tout autour de nous, mais je ne vois aucun vaisseau. Je détecte des mesures d'énergie tout autour de nous, mais je ne vois aucun vaisseau. » Soudain, des plateformes de défense sont apparues autour de chaque planète et lune du système solaire. Elles étaient jusqu'alors invisibles, dissimulées par une technologie que le Conseil n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur !» cria son opérateur de capteur, « les vaisseaux humains se démasquent. » Des centaines. Tout autour de la flotte du Conseil, des vaisseaux de guerre humains surgirent de nulle part. Ils étaient là depuis toujours, à attendre et à observer. Un visage humain apparut sur l'écran principal. C'était l'amiral Greg Martinez. Dominance des vaisseaux du Conseil,
Ici l'amiral Martinez de la Force de défense terrienne. Vous êtes entré dans l'espace terrestre avec une flotte militaire. Ceci est considéré comme une action agressive. Le commandant Vex se redressa. Nous sommes sous l'autorité du Conseil, Tow. Martinez le coupa. Vous avez 30 minutes pour faire demi-tour et quitter notre système solaire. Ce n'est pas une négociation. Vex examina à nouveau les relevés des capteurs. Ce n'est pas une négociation. Vex examina à nouveau les relevés des capteurs. Les vaisseaux humains étaient plus petits que les vaisseaux de guerre du Conseil, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Et leurs armes étaient braquées sur tous les vaisseaux du Conseil. Ils bluffent, dit son second. Les humains ne possèdent pas d'armes capables d'endommager nos vaisseaux. Comme s'il entendait ces mots, un petit vaisseau humain tira un coup unique vers une zone vide de l'espace. L'explosion d'énergie était plus puissante que tout ce que Vex avait jamais vu. Elle aurait pu détruire son vaisseau amiral d'un seul coup. « Ouvrez un canal à tous les vaisseaux », dit Vex à voix basse. « Ordonnez-leur de faire demi-tour. Nous partons. »« Mais, monsieur, » ordonna le Conseil. « Le Conseil ignore à quoi nous avons affaire, » interrompit Vex. « Ce ne sont pas les mêmes humains que ceux que nous avons déjà affrontés. » Alors que la flotte du Conseil faisait demi-tour, l'amiral Martinez envoya un dernier message. « La prochaine fois, appelez avant de venir. » C'est une question de politesse. La salle du Conseil était complètement silencieuse. Le commandant Vex venait de terminer son rapport sur les événements sur Terre. Les 7 membres du Conseil semblaient choqués. « Ils avaient des centaines de vaisseaux, » dit Vex. « Tous dotés d'une technologie inédite. Ils auraient pu détruire toute notre flotte. » Les écailles violettes de Zircath étaient devenues presque blanches. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué? Ils avaient tous les atouts en main. Les humains voulaient simplement que nous partions, répondit Vex. Ils ont montré leur force, mais ont choisi de ne pas l'utiliser. Après le départ du commandant Vex, les membres du Conseil se regardèrent avec une compréhension nouvelle. Les humains n'avaient jamais été faibles. Ils avaient observé, appris et développé leur force en secret. « Nous avons commis une terrible erreur, » dit Trell. Sa peau bleue paraissait pâle. Pendant 20 ans, nous les avons traités comme des enfants. Pendant tout ce temps, ils auraient pu nous attaquer, mais ils ne l'ont pas fait. Dans une autre partie du bâtiment du Conseil, le Dr. Sieve travaillait avec une équipe de chercheurs. Ils avaient passé des semaines à étudier les archives anciennes des 7 espèces du Conseil. Leur découverte bouleversait tout ce qu'ils pensaient savoir sur les humains. « Regarde ça », dit-il à son assistant. Il lui montra une ancienne tablette de pierre provenant du monde natal des Arthuriens. Elle représentait des êtres de grande taille, semblables à des humains. L'écriture les appelait « ceux qui venaient des étoiles ». Et il continua. Il montra un très vieux livre du peuple de Kulara. Il racontait des histoires de gardiens du ciel qui les avaient aidés à survivre à une terrible catastrophe il y a 15 000 ans. Toutes les espèces du Conseil avaient des histoires si similaires dans leurs plus anciens documents. Des êtres ressemblant à des humains avaient visité leurs mondes il y a longtemps. Ils avaient aidé chaque espèce à survivre à des catastrophes ou à développer des technologies importantes avant de disparaître. Le Dr. Sieve prépara son rapport pour le Conseil. Les preuves étaient évidentes. Les humains voyageaient dans l'espace des milliers d'années avant toute espèce actuelle du Conseil. Pour une raison inconnue, ils s'étaient retirés sur Terre et y étaient restés jusqu'à une époque récente. Sur Terre, le Dr. Alan Murphy travaillait dans son laboratoire, au cœur des Rocheuses. Il étudiait l'étrange disque métallique découvert 50 ans auparavant dans une ancienne cité humaine. Le disque était couvert d'écritures indéchiffrables, mais il contenait une technologie bien plus avancée que tout ce que les humains avaient développé. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda la présidente Grant. Elle était venue voir son travail en personne. Le Dr. Murphy acquiesça. « Le disque a au moins 50 000 ans. Il nous appartient, à nous, aux humains,
mais à une civilisation dont nous ne nous souvenons plus. L'amiral Powell les a rejoints. Ces histoires pourraient donc être vraies. Les humains avaient une civilisation avancée, voyageaient à travers les étoiles, aidaient d'autres espèces, puis un événement s'est produit, et nous avons tout oublié. On dirait bien, dit le Dr Murphy. Les tests génétiques le confirment. Nous avons des marqueurs dans notre ADN qui témoignent d'une adaptation spatiale avancée datant de plusieurs milliers d'années. L'ambassadeur Harris a parcouru le laboratoire, examinant les artefacts anciens. La question est, allons-nous dire au Conseil ce que nous avons découvert? Que nous étions autrefois les gardiens de la galaxie. Sur la planète natale du Conseil, Zerkat rencontra les 6 autres membres du Conseil dans une salle privée. Aucun membre du personnel ni garde n'y était autorisé. Ils devaient prendre la décision la plus importante de l'histoire du Conseil. « Nous ne pouvons pas combattre les humains », déclara Mokhtar. Notre commandant de flotte l'a clairement indiqué. « Nous avons besoin de leur élément 935 », ajouta Kilara. « Sans cela, notre civilisation souffrirait terriblement. » Trell se leva. « Je crois que nous devons faire plus que simplement faire la paix avec les humains. Nous devrions leur offrir la direction du Conseil. » Les autres parurent choqués. Les écailles de Zirkath ondulaient d'émotion. Donner la direction aux humains, la plus jeune espèce de la galaxie. Peut-être l'espèce la plus ancienne, corrigea Trell. Il leur montra le rapport du Dr Torsif. Lisez ceci. Toutes nos histoires racontent la même histoire à Tanistoirpur. Les humains étaient zen parmi les étoiles bien avant nous. Ils ont aidé chacune de nos espèces à des moments cruciaux de notre développement. Les membres du Conseil se retirèrent en silence. Leur visage exprimait la surprise, puis la compréhension et enfin une étrange forme de soulagement. « Si c'est vrai, » dit lentement Zerkat, « alors nous n'avons pas affaire à des novices en politique galactique. »« Non, » dit Trell, « nous avons rejeté sans ménagement les anciens de la galaxie. Ceux qui ont peut-être aidé nos ancêtres à survivre. » Après de longues discussions, ils sont parvenus à un accord. Le Conseil enverrait ses plus hauts représentants sur Terre, avec pleine autorité pour négocier les conditions. Cette fois, pas de ruse, pas de plan secret, juste la vérité. La galaxie avait besoin d'humains. La grande salle de réunion de Genève était remplie de terriens et de visiteurs venus de toute la galaxie. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, se reflétant sur les tables en bois poli. Cette salle avait été le théâtre de nombreux moments historiques de l'histoire humaine, mais aucun n'était aussi important qu'aujourd'hui. La présidente Laura Grant était assise au centre de la délégation humaine. L'ambassadeur Harris était à sa droite, tandis que l'amiral Powell et le général Rodriguez la flanquaient à sa gauche. Face à eux étaient assis les 7 membres du Conseil galactique, l'air gêné par la gravité terrestre. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer sur Terre, » dit la présidente Grant. Sa voix était calme et posée. Nous apprécions le chemin parcouru. Zirkath inclina légèrement sa tête aux écailles violettes. Nous venons avec un cœur ouvert et des intentions sincères. Le Conseil souhaite corriger ses erreurs passées. Pendant 3 jours, les 2 parties ont discuté. Cette fois, il n'y avait ni ruse ni intention cachée. Le Conseil a admis avoir traité les humains injustement. Il leur a proposé une adhésion complète, avec des droits égaux et le respect du territoire humain. L'ambassadeur Harris a observé leur visage pendant qu'ils parlaient. Après 20 ans de relations avec le Conseil, il a pu constater leur sincérité. Ils avaient enfin compris que les humains n'étaient pas une simple espèce naissante à contrôler. Le dernier jour, le président Grant signa le nouveau traité. Simple et équitable, il rejoignait la Société galactique en tant que membre à part entière du Conseil. Le territoire humain serait respecté, les innovations humaines seraient partagées, mais avec une rémunération et un crédit équitable. « Il y a encore une chose, » dit Trell, le jeune membre du Conseil à la peau bleue. « Nous pensons que la direction du Conseil devrait être assurée par rotation entre tous les membres,
et nous suggérons que la Terre prenne la tête du Conseil. Le silence se fit dans la salle. C'était inattendu. Les humains, autrefois traités comme des enfants, se voyaient offrir la direction de la galaxie. La présidente Grant regarda ses conseillers, puis le Conseil. Nous apprécions l'offre, mais nous ne cherchons pas à dominer les autres. Nous voulons seulement partenariat et respect. Les tentacules gris de Kulera s'agitèrent de surprise. Après la façon dont nous vous avons traité, vous ne voulez pas vous venger. Vous ne voulez pas de pouvoir sur nous. L'amiral Powell secoua la tête. Cela n'a jamais été notre objectif. Nous nous sommes retirés des négociations pour nous protéger, pas pour vous dominer. Après que les membres du Conseil furent partis préparer leur vaisseau, l'ambassadeur Harris se promena avec le capitaine Steve Brooks dans le jardin, à l'extérieur de la salle de réunion. Le capitaine Brooks commandait le vaisseau terrestre Résilience, qui avait découvert 3 nouvelles planètes habitables pendant les mois passés loin de l'espace du Conseil. « Je ne comprends pas », dit Brooks. « Nous aurions pu prendre le contrôle du Conseil. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait ?» Harris a lavé un papillon qui s'est posé sur une fleur voisine. Parce que ce n'est pas notre nature. Les humains n'ont pas besoin de contrôler les autres pour se sentir forts. Plus tard dans la soirée, au dîner de célébration, Zerkath s'est adressé au Dr. Alan Murphy. Le membre du conseil semblait nerveux. « Vos recherches sur l'histoire humaine », dit Zerkath d'une voix douce. « Avez-vous découvert pourquoi votre peuple a quitté les étoiles il y a longtemps? Pourquoi êtes-vous revenu sur Terre et avez-vous oublié votre passé ?» Le Dr. Murphy sourit. « Nous avons des théories. Certains textes anciens suggèrent que nos ancêtres ont choisi de repartir à zéro. Ils croyaient que la technologie avancée nous faisait perdre quelque chose d'important. »« Quoi de plus important que le progrès ?» demanda Zerkath. « La compassion, la créativité, la joie de la découverte, » répondit Murphy. « Il faut parfois prendre du recul pour avancer dans la bonne direction. » Tandis que la célébration se poursuivait, humains et extraterrestres se mêlaient, partageant histoires et idées. En orbite autour de la Terre, des vaisseaux de 15 espèces différentes s'amarraient à la nouvelle Station spatiale internationale. Parmi eux se trouvaient des vaisseaux de 5 espèces inconnues du Conseil, des civilisations que les humains avaient découvertes et dont ils s'étaient liés d'amitié pendant leur absence. L'amiral Powell se tenait aux côtés du président Grant, observant la foule hétéroclite. « Pensez-vous que cela durera, cette nouvelle relation ?» Le président Grant acquiesça. « Je le crois. Le Conseil devait apprendre que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres. Il s'agit de travailler ensemble. À travers la galaxie, sur des mondes que ni les humains ni le Conseil n'avaient encore visités, d'autres jeunes espèces levaient les yeux vers les étoiles. Elles développaient leur première technologie, faisant leur premier pas vers l'espace. Lorsqu'elles atteindraient enfin les étoiles, elles découvriraient non pas un empire gouverné par une espèce dominante, mais une communauté d'égaux. Et les humains seraient enfin là pour les accueillir, tout comme ils avaient accueilli d'autres personnes il y a des milliers d'années.